Jave ta mère, le best-of 2020, partie 1. Allô, monsieur Delpar, êtes-vous avec nous? Mais oui, je vous entends, moi. Super, c'est parfait, ça marche, les miracles de la technique. Merci d'être revenu avec nous. Vous êtes donc l'auteur du Combat des pères, avec un intitulé En France, 2 millions d'enfants voient rarement leur père, 600 000 ne le connaissent pas. Ça devrait faire la une des journaux. Nous sommes très nombreux à avoir aimé ce livre, le travail d'investigation, de recherche, d'interview, d'analyse historique. Et nous sommes extrêmement heureux de vous avoir avec nous ce soir. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vous? Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Et quelles raisons vous ont poussé à écrire ce livre? Alors, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Ah bon. Alors, je suis cinéaste et romancier depuis de nombreuses années. Je ne vais pas vous dérouler ni ma carrière cinématographique en tant qu'auteur, ni en tant que réalisateur, parce que la soirée n'y suffirait pas. Donc, et puis je fais des livres, j'écris des romans, j'écris des livres d'histoire, et je fais de temps à autre des enquêtes. Enfin, je fais des enquêtes qui m'intéressent. Et il y a quelques années, j'avais croisé une permanence d'une association que vous connaissez naturellement, qui est SOS Papa, qui dont le bureau se trouvait rue Bleue dans le 9e arrondissement. Bref. Et c'est comme ça que j'ai saisi la première fois SOS Papa. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je suis entré, j'ai posé la question, et on m'a expliqué très vaguement, je dois le reconnaître, de quoi il s'agissait. Et puis j'ai mis ça dans un coin dans ma tête, puis voilà, je n'y ai plus pensé. Et il y a 3-4 ans maintenant, dans un dîner, il y avait un convive qui, au moment du café, nous étions assis l'un à côté de l'autre, et je ne sais plus comment est venue la conversation, et il m'a annoncé qu'il n'avait pas vu son enfant depuis 17 ans. Et là, je suis tombé évidemment à la renverse, et je lui ai demandé, nous avons échangé nos téléphones, etc. Je l'ai revu après, il m'a raconté son histoire, et ça m'a fait repenser évidemment à SOS Papa. Et puis, je dois reconnaître que j'ai ce qui m'a vraiment, non pas décidé, mais qui a été un peu comment pourrais-je dire, l'allumette, le feu à la mèche. J'ai rencontré Philippe Guidal, qui dirige, avec un groupe qui dirige un site qui s'appelle Paternet. Et là, j'ai pris vraiment la dimension des témoignages aussi bouleversants, j'en ai entendu, et je suis sorti à chaque fois de ces témoignages, de ces rendez-vous avec ces pères, presque hallucinés que dans notre pays qui se réclame des droits de l'homme, qui s'assied sur la République, sur les lois de la République, etc., on puisse laisser à l'abandon, parce qu'il n'y a pas d'autre expression, laisser à l'abandon une partie de la communauté humaine qui sont les pères. Quels sont les obstacles et oppositions que vous avez rencontrés? Vous m'avez dit que ça n'a pas été très simple tout le temps. Mais non, ça n'a pas été très simple. Par exemple, je fais le journal, peu importe, mais je fais en direct le journal de France 3. L'émission, le journal se termine, et le directeur ou le responsable de l'antenne ce soir-là vient vers moi et me dit vous ne pouvez pas sortir du studio, vous ne pouvez pas sortir du bâtiment. Pour sortir du bâtiment, il faut que j'appelle la police, et que je vous demande une protection policière, ce qu'il a fait d'ailleurs. Ah bon? Et car il y avait à l'extérieur du bâtiment de France 3 à Paris, il y avait une horde de femmes qui étaient avec des battes de baseball et qui attendaient pour me massacrer, pour me taper dessus. Ah oui? Et qui criaient masculiniste. Moi, je ne savais même pas ce que voulait dire le mot. C'est un business juteux pour les avocats,
pour les psychiatres, pour tout un cordon sanitaire, les psychologues, les enquêteurs sociaux, de ces hommes, les services sociaux, aussi, et autour de ces enfants. Eh bien, c'est un cordon sanitaire, c'est un cordon financier qui rapporte de l'argent à une catégorie professionnelle qui ont affaire avec ce type de situation. Et ça, c'est alors. En soi, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais c'est la manière dont ils agissent. Si on parle des juges. Moi, j'ai été absolument stupéfait d'apprendre, et j'ai vérifié, bien sûr, avec des docteurs en droit, j'ai pas fait ça au hasard, c'est que le juge aux affaires familiales, ce n'est pas une spécialité, c'est un passage dans la vie d'un magistrat. D'accord? Donc, il est là pendant 6 mois, 1 an dans un poste, et puis il s'en va. Et puis il a autour de lui des amis. Un magistrat, homme ou femme, n'est pas un être isolé dans un coin. Il a une vie culturelle. Il rencontre des gens. Il peut appartenir à des associations, à des différentes sortes d'associations où là il peut rencontrer aussi des psychiatres, des gens, etc. et auxquels il va décider que peut-être que il serait bon que le père soit vu par un psychiatre ou soit examiné par ceci ou par cela. Donc je veux dire, c'est une énorme mafia silencieuse qu'il y a autour du père et autour du drame qu'il y a entre le père, l'enfant et l'ex-épouse. RLP. Radio libre en Périgord. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point de vue. Nous allons accueillir le point de vue d'une femme qui s'estime victime du divorce, qui vient d'écrire le livre Les Jeudis muets aux éditions Autre Talent, qui a une petite célébrité aussi sur Internet, qu'on est nombreux à avoir lu, avoir observé, avoir discuté, avoir vu passer. C'est donc Sylvie Hippolyte. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter un petit peu pour les gens qui ne vous connaissent pas, dire qui vous êtes, quel est ce livre que vous avez écrit, dites-nous un petit peu. Moi, j'avais environ 6 ans quand mes parents se sont séparés. Ma sœur aînée avait 9 ans et ma deuxième sœur 8 ans. Et nous avons été confiés à notre mère par décision judiciaire et c'est mon père qui a quitté la maison. Alors, aux yeux de tous, ma mère passait pour une bonne mère, courageuse, mais elle était en fait une excellente manipulatrice. Elle a su piéger tout le monde, y compris la justice et les professionnels de l'enfant. Elle n'a pas supporté d'avoir été abandonnée par son ex-mari. Elle lui avouait une haine terrible. Elle disait même qu'elle le conduirait jusqu'aux portes de l'enfer. Oui. Et leur divorce, enfin tout au moins leur séparation, a duré 10 ans. Dans les années 1966-1966, 10 années qui ont fait de nous trois des enfants maltraités par elle. Donc en fait, vous aviez entre 6 et 16 ans. Et dès qu'un procès se terminait, un autre démarrait, toujours en lien avec le précédent. D'accord. Donc entre 6 et 16 ans, vous avez vécu cette situation d'exclusion parentale, en fait. Voilà, ouais. Et donc vous êtes parti pour aller chez votre papa. Voilà, directement chez lui. Les billets de train, ça avait été pris par nos professeurs pour aller le rejoindre et il nous attendait à la gare, quoi. Par les professeurs? Oui, les professeurs. Je pense que c'est sûr que maintenant, je pense qu'ils ne seraient pas autorisés à faire ce genre de démarche, quoi. Et donc ma mère, les portes bien verrouillées, elle se cachait derrière les volets en ricanant de sa patience et en tenant des propos vraiment diffamatoires. Et nous assistions à ce déversement de haine. C'était vraiment horrible. Mais vous, au moins, vous avez vu qu'il essayait. Quand il en avait un peu marre d'attendre sur le parking, il faisait le tour de la rue. On l'entendait. Bon, c'était vraiment terrible parce que. Mais vous, Sylvie, on savait qu'il était triste et puis nous on était triste pour lui, quoi. Vous l'avez vu, mais il y a des cas où les enfants ne savent pas et ils croient que le père ne vient pas. Oui, nous on savait qu'il venait, mais on pouvait pas y aller, on pouvait pas sortir. Hein. Alors, vous avez écrit une très jolie phrase, Sylvie, aussi. Je vais la lire pour vous, celle-là, si vous voulez bien. Choisir la résidence partagée malgré ses petites contraintes est une preuve d'amour que les parents donnent à leurs enfants. Oui, je pense que c'est ça, parce qu'il faut qu'ils fassent un petit peu de sacrifice quand même. Oui, pour le bien de tous.
Ouais, et c'est vraiment une preuve d'amour, quoi. Bien sûr. Vivre sa vie épanouie la semaine où on est en solo et couver, sûr, éduquer nos enfants la semaine où on est avec eux, c'est parfait. Il y a plein d'avantages à ça. Oui, et ça paraît tout simple. Je comprends pas je crois que les chiffres sont à peu près bons. 17% d'enfants qui sont en résidence partagée, c'est ridicule, quoi. Oui, alors les chiffres encore pire, c'est que lorsque la mère ne le veut pas, on est à 0. Ou on est à 1 ou 2%, disons. Aujourd'hui, on a résidence alternée que lorsque les parents le veulent. Il faut pousser vers des solutions telles que la conciliation. Il y a des pays où on impose aux gens de s'entendre. Vous vous entendez, ou alors on tranche dans le lard. Et puis finalement... Oui, puis il y a des parents qui n'hésitent pas à quitter la région pour faire des difficultés de plus, quoi. Ah bon, on a entendu Arnaud juste avant. C'est intolérable, quoi. J'en connais certains très très bien qui ont dû déménager pour avoir le droit de voir leurs gosses. Et puis régulièrement, par petits sauts de puce... RLP. Radio libre en Périgord. Il y a 25 000 plaintes par an de NRE, de non-représentation d'enfants, et on en instruit environ que 1000, ce qui est un petit désastre. Alors, on va en parler avec un livre qui s'appelle « Les orphelins du divorce », qui a été écrit par Jacques Abba aux éditions Chroniques Sociales, 12,90 €. Vous le trouvez sur Amazon. C'est un livre qui, à l'époque, a été intéressant, avec une étude, une analyse sur l'environnement qui a le mérite d'exister et qui a abouti ensuite à un mouvement qui s'appelle Égalité parentale. Jacques Abba, de son vrai nom Thierry Berger, qui normalement est avec nous ce soir. Thierry, tu es là ? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Allô ? Vas-y. Oui. Oui. Alors, écoute, on se tutoie comme dans la vraie vie ? D'accord. Bon. Les combats de père, tout le monde se tutoie parce qu'on fraternise très vite. Oui, on va dire ça. Nous allons dire cette chose-là. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es, ton parcours personnel? Je crois que tu vis à Bordeaux, me semble-t-il. Je crois que tu es ingénieur chez Dassault. Enfin, j'ai cru comprendre ça, je suis pas sûr. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Qu'est-ce qui t'a mis dans ta vie personnelle, toi, à écrire ce livre? Oui, donc moi, mon vrai nom, c'est Thierry Berger, en effet, et j'ai pris le pseudo de Jacques Abba. Abba qui veut dire père en hébreu, en araméen, parce que c'est pas mon livre, c'est notre livre, le livre de tous ces pères, de toutes ces mères, car je m'intéresse aussi beaucoup aux mères qu'on oublie, qui ne voient plus leurs enfants. Bien sûr. Tous ces enfants de divorcés, ces proches de suicider, parce qu'il y a un certain nombre de détresses quand on est au plus bas, on n'a plus envie de vivre. Et donc pour que tout le monde s'y retrouve, parce que c'est un recueil de témoignages, où il y avait 200 témoignages à l'origine, et c'est un petit peu indigeste, donc avec mon éditeur, on l'a réduit à une 40aine de témoignages. Donc je le rappelle, de pères, de mères, d'enfants divorcés, de proches de suicidés, avec une grosse introduction et une conclusion. Et Jacques, c'est un petit clin d'œil à Jacques Addy pour faire le lien avec les enfants, et aussi parce que c'est Jacques Séguéla, le publiciste, qui m'a poussé à écrire ce livre, parce que j'avais besoin, je n'ai aucune crédibilité, aucune compétence, parce que je suis ingénieur en aéronautique, et pour qu'on m'écoute, je ne suis ni juriste ni médecin. J'avais besoin de dire ce n'est pas moi qui parle, c'est un certain nombre de parents seuls, et pour asseoir la crédibilité, et c'est ce qui le rend intéressant, c'est que j'ai obtenu plus d'une dizaine de préfaces qu'on a réparties dans le livre, des préfaces de gens connus comme Patrick Poivre d'Arvor, Valérie Pécresse, des juges, des magistrats, des députés de droite, de gauche, même des présidents d'associations, des députés femmes, présidentes d'associations de femmes, pour montrer que, voilà, c'est pas les pères contre les mères, c'est un combat pour l'enfant, autour de l'enfant, pour défendre le droit de l'enfant à voir autant ses deux parents. C'est que la demande des pères n'est pas d'être seulement un pourvoyeur ou de regarder ses enfants grandir, de pouvoir
être spectateurs, c'est que ils sont vraiment dans ce qui était avant la maternité, l'éducation et le suivi des enfants, y compris dans la tendre enfance. C'est en cela qu'il y a une certaine évolution par rapport à ce qui se passait auparavant. Le souci est que c'est une demande qui est nouvelle et qu'on a du mal à avoir. Après, parler de la société patriarcale, parler de l'emprise de l'homme. Moi, j'étais pas né, Thierry, je sais pas quel âge tu as, mais moi, je suis né en 72, j'ai une connaissance historique de ces époques, de ces façons de vivre, mais comme j'ai une connaissance historique du Moyen-Âge, de l'homme des cavernes, ça me paraîtrait aberrant aujourd'hui, parce que je n'ai pas grandi comme ça. Donc, je suis étonné, moi, de ces réactions, parfois, que je trouve démesurées, pour des demandes qui me paraissent simples et légitimes et modernes, extrêmement modernes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la loi n'a pas évolué. Autrefois, l'homme, il partait à la chasse, chasser le bison, et la femme, la mère, elle restait à garder le feu, le foyer et l'enfant. Maintenant, c'est complètement révolu. Les femmes travaillent, c'est rentré dans les mœurs. L'homme, sa virilité en a pris un coup, on lui demande plus d'être viril, on lui demande d'être paternaliste, et il est enclin, il a le droit d'exprimer ses sentiments, ce qui est nouveau, et il veut materner son enfant. Donc nous sommes complémentaires, simplement la loi est restée à l'ancien régime où c'est traditionnellement la mère qui restait à garder les enfants, et les mères, je vous assure qu'elles en ont marre d'être cantonnées à la mère au foyer. Elles ont envie de vivre et vivre leur vie et faire carrière, et on a de plus en plus dans l'industrie ou le gouvernement de femmes, et c'est tant mieux parce que on s'enrichit par notre différence. J'ai toujours marqué ça au-dessus de ma porte, s'enrichir par nos différences. On est complémentaires, on est égaux en droit et en dignité. RLP. Radio Libre en Périgord. Je crois que Madame Le Prince est revenue. Vous êtes là, Françoise ? Absolument. Ah, elle est là. Nous avons été trahis par la technique, un orage, la foudre, je ne sais pas trop, mais tout va bien. Oui. C'est mauvais en Bretagne. Oui, parce que vous nous appelez de Bretagne. Absolument. Du Finistère. Et il y a effectivement du vent. Oui, tout à fait. L'association de Périgord en Dordogne est nationale et nos contacts sont partout sur le territoire, car nous devons œuvrer ensemble pour cette grande cause commune. Vous nous disiez, Françoise, que vous aviez des soucis pour avoir votre enfant après la séparation de votre fils. Voilà, c'est ça. Alors donc on avait, si vous voulez, nous sommes une famille, nous avons 3 enfants et nous avons 10 petits-enfants. Et nous avions l'habitude de gérer l'ensemble de nos petits-enfants, notamment du même âge, en leur offrant des vacances au bord de la mer, tous ensemble. Et effectivement, cette petite fille s'est trouvée privée de tout ça du jour au lendemain, avec des cousins qui se demandaient mais pourquoi on peut plus la voir, qu'est-ce qui se passe, donc on était un petit peu obligés de donner du sens à tout ça. Et puis quand elle arrivait à voir ses cousins, c'est je peux pas rester, je dois repartir parce que je retourne chez maman. Donc elle comprenait pas non plus. Donc on l'a privée pendant 2 ans, je le disais tout à l'heure, de son enfance finalement. Bon, elle s'en remet maintenant puisqu'elle elle a beaucoup de chance d'avoir, mon fils a beaucoup de chance d'avoir obtenu la résidence alternée. Ah, il a obtenu l'AERA. D'accord. Oui, il l'a obtenu et donc je peux vous dire que cette petite fille va très très bien. Alors là, ça m'intéresse beaucoup. Au bout de combien de temps de procédure votre fils a-t-il obtenu la résidence alternée ? Alors notre fils a obtenu la résidence alternée au bout de 2 ans. 2 ans, c'est court, c'est court. Est-ce qu'il a dû déménager pour avoir l'AERA ? Alors non, parce que ils étaient dans la même ville, donc ils sont restés. C'est son ex qui est parti de la maison, qui lui a laissé la maison, mais elle est restée dans la même ville. Donc ça, elle s'est pas éloignée géographiquement, ce qui a permis. On voit aujourd'hui, d'ailleurs, Madame Caroline Siffren, là, qui est un maître de conférence en droit privé, qui a fait un très très bon article aujourd'hui en comparant un peu les décisions de cour d'appel. Et elle a mis en évidence les critères qui étaient pris en compte pour déterminer l'intérêt de l'enfant et d'accorder ou pas la résidence alternée. Et dans ces critères, on a alors bien évidemment les juges interprètent, elle le dit d'ailleurs, elle montre qu'il y a une interprétation de l'intérêt de l'enfant.
qui paraît tout à fait personnel au magistrat. Ah, mais il y a des jugements idéologiques, j'en ai lu un certain nombre, ça peut exister. Voilà, ou lié à un tribunal. Et donc elle a comparé un peu ce qui était mis en avant pour refuser ou pour accepter. Donc il y a la distance domicile-école. Des juges qui sont extrêmement rigides sur ce sujet, d'autres pas du tout. D'autres qui prennent en compte le conflit, certains le pensent rédhibitoire. Et d'autres, au contraire, l'estiment en capacité d'atténuer, voire de réduire les conflits. Ensuite, il y a la notion de stabilité, c'est-à-dire qu'on dit l'ARA, c'est pas une stabilité pour les enfants, ou au contraire, c'en est une, puisque l'enfant peut passer une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre de façon régulière. Oui, donc, nous en sommes arrivés à un stade où nous devons lister les jurisprudences qui sont cohérentes pour contrer en fait tous les préjugés. Sur le blog sospapa24.com que j'ai créé il y a 2 ou 3 ans, quand je vois arriver des jurisprudences récentes disant que l'intérêt supérieur de l'enfant est effectivement d'aller vers les 2 parents, qui sont ce que tout le monde confirme plus ou moins dans les dernières années. Il faut les mettre en avant et les joindre aux pièces des tribunaux pour contrebalancer l'état d'esprit qui dit que l'ARA ne peut se faire que si tout le monde est d'accord et encore l'enfant, tout ce qu'on peut, des petits trucs idiots qu'on peut entendre. Est-ce qu'il a pu voir l'enfant alors que la mère s'y opposait? Ben non. Ah, donc le fait que la mère dise « je ne veux pas que le père voie l'enfant » a été écouté au tribunal sans éléments probants. Absolument. D'accord, c'est une notion importante quand même, d'accord. Au bout d'1 an, les enquêtes sont arrivées, donc ça a pris 1 an, vous avez de la chance, des fois c'est pire. Et visiblement chez vous, elles ont été écrites correctement, parce que moi j'ai des enquêtes psy où il y a plus de 40 erreurs sur les noms et l'adresse, tout. Et là les enquêtes ont dit tout va bien. RLP. Radio libre en Périgord. Bonjour, je suis Nicolas Faget, le porte-parole de l'APGL, Association des parents et futurs parents gays et lesbiens. L'association existe depuis plus de 30 ans et depuis plus de 30 ans, elle défend les droits et elle représente les familles homoparentales, en France notamment, mais aussi en Europe. Elle accueille aujourd'hui plus de 2000 adhérents, donc familles et ou futures familles, qui ont divers projets pour fonder une famille. D'accord, très bien. Avez-vous été confronté à la problématique des séparations conflictuelles avec enfants, avec des couples ayant les droits parentaux? Où en êtes-vous par rapport à cette analyse de l'environnement? Dites-moi. Alors notre premier constat, c'est que déjà les parents ne sont pas égaux face aux liens que la loi établit face à leurs enfants. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'adopter nos propres enfants et que face à un projet de PMA, par exemple, de GPA, de coparentalité, quand il y a des parents dits sociaux, c'est-à-dire qui ne sont pas à l'origine, qui ne sont pas géniteurs de l'enfant, ils ne sont pas reconnus par la loi. Et dès qu'une séparation intervient avant que la loi les reconnaisse en tant que parents officiels, légaux, eh bien là, ça peut être très compliqué puisque le parent social est sans droit, c'est-à-dire qu'il n'a plus accès à l'enfant et ça crée des situations dramatiques, évidemment, qu'on essaie de combattre aujourd'hui. Nous, nos revendications, c'est l'égalité, l'entrée dans le droit commun, c'est-à-dire que tous les parents aient les mêmes droits vis-à-vis de l'enfant, qu'ils l'aient procréé ou non. Le deuxième problème, oui, c'est quand il y a séparation, c'est-à-dire une fois que les 2 parents sont reconnus légalement, eh bien on rentre dans des conflits que évidemment l'ensemble des couples qui sont parents légalement, notamment hétérosexuels, connaissent. Et là on se retrouve encore avec un primat du biologique, souvent, notamment par la garde qui est confiée aux parents reconnus biologiquement plus que aux parents qui ne l'est pas. Mais visiblement, les familles homoparentales représentées par l'APGL ont des problématiques qui sont très identiques aux nôtres. C'est-à-dire que plus nous allons avoir de familles homoparentales et plus ils vont être confrontés aux problèmes de discrimination tout en ayant cette volonté de s'intégrer au reste des familles afin d'homogénéiser et de globaliser la problématique familiale. Et je pense de plus en plus que nous allons nous rejoindre dans ces problématiques.
Donc moi je suis Denis Sando, je fais partie du collège Contact France. L'association Contact, c'est une association qui travaille exclusivement pour l'intégration des personnes LGBT au sein des familles. Est-ce que vous vous êtes interrogé sur les problématiques de défense de la parentalité des couples homoparentaux une fois que les droits parentaux étaient acquis? Mais effectivement, de manière philosophique, avez-vous parlé entre vous, vous réfléchissez à cette question? Oui, bien sûr, parce qu'on est confronté avec des familles homoparentales. Et bien sûr, effectivement, quand le mariage est passé, donc ça a été quand même c'était quand même bénéfique pour nous parce qu'effectivement, on avait quand même l'égalité des droits vis-à-vis des autres familles. Voilà, donc on était reconnus en tant que famille. C'est déjà super important. Mais après, effectivement, comme tout couple, j'allais dire, comme famille, effectivement, il peut y avoir aussi des séparations. D'accord. Donc, philosophiquement, est-ce que vous avez une opinion sur la résidence alternée, par exemple? Alors, sur la résidence alternée, les familles homoparentales, pour moi, ce sont des familles comme toute famille. Nous sommes d'accord sur ce point, c'est notre ligne. Donc, je ne vois pas pourquoi les familles homoparentales n'auraient pas les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres familles, qu'une famille lambda, voilà. Tout à fait. Donc, qu'on ait deux papas ou qu'on ait deux mamans, on a les mêmes droits et les mêmes devoirs. On devrait avoir les mêmes droits, voilà. Voici maintenant venir un entretien avec Héloïne Thévenet-Fouillou, qui est la vice-présidente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel. Je pense vraiment qu'il y a convergence et que les problématiques des LGBT, à partir du moment où ils deviennent parents, qui constituent des familles, rejoignent absolument tous les discours que j'entends dans les permanences, dans les manifestations, de manière traditionnelle. Donc ce n'est qu'une question de temps avant que nous fusionnons tous, en fait, dans nos demandes de défense. Bonjour et bienvenue sur le Jaftamer numéro 12, avec aujourd'hui Héloïne Thévenet-Fouillou, la vice-présidente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel. Héloïne, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, bonjour, merci d'être avec nous. Même quand on est dans un cadre où on a eu un mariage, on a eu une adoption, et l'enfant est reconnu comme étant l'enfant des deux parents. Même dans ce cas-là, il va y avoir des tribunaux qui vont considérer que la mère biologique est plus mère que l'autre. Ah. Et qui donc vont favoriser la résidence chez elle. De l'organisation patriarcale de nos sociétés, qui considère que en gros, le lien biologique fait tout, et que la mère qui a porté l'enfant est un lien qui est plus important, qui est prédominant, et qu'elle est faite pour s'occuper de cet enfant. La mère qui a porté les enfants a ce rôle de mère nourricière, et donc va avoir une place supérieure vis-à-vis de l'enfant. On va considérer que mais de même qu'on va considérer que c'est la mère dans le cadre d'un couple hétérosexuel, ou la mère biologique dans le cadre d'un couple lesbien, on va considérer que la mère qui a porté l'enfant a plus en charge le soin aux enfants. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les faits, hein. Ah, mais dans l'imaginaire collectif... Écoute, je bois vos paroles parce que c'est ce que je répète chaque semaine. Mais continuez, allez-y. RLP. Radio libre en Périgord. Donc aujourd'hui avec nous sur RLP 102.3, Marion Rock. Marion, vous êtes avec nous? Oui, je suis là, bonjour. Viens par là, mon panda, faut que je t'explique une chose. Tu sais, ton père et moi, on s'aime plus trop comme les roses. Viens là, mon petit garçon, tu vas sentir du vide. Tu auras deux maisons, ce sera pas si terrible. Faut que tu saches que même si t'es petit, t'es fort. Tu fais de ton père et moi un château fort, toujours jusqu'au jour où tu seras assez grand pour plus souffrir de la distance entre tes parents. En attendant, sois gentil avec cette nouvelle dame. Elle pourra être ton amie, elle fera partie de ta gamme. Même si tu me sens fébrile, même si tu me sens fragile, même si je me trompe d'émotion, je ferai tout mon possible. À la semaine prochaine, tiens, prends tes petites affaires. On voulait pas te faire de la peine, ni briser ton univers. À la semaine prochaine, tu verras, tout ira bien. On fera tout ça sans haine et tu sais que toi, t'y es pour rien.
Ma toute petite fille, papa a des choses à dire. Tu sais, avec ta maman, on s'aime plus trop comme avant. Tout va changer dans ton tout petit bout de vie, mais tu resteras notre tout jusqu'à l'infini. Ta mère et moi, on est liés simplement parce que tu es né. On partagera seulement plus les mêmes soirées. Et je te jure que je ferai tout pour pas te faire de la peine. Et pour pas te faire de la peine, faut pas que j'en fasse à ta mère. On se disputera plus, ça c'est fini, tu vois. En fait on s'aimera mieux, on s'aimera que pour toi chérie. Faut pas que tu sentes un creux. À la semaine prochaine, tu apprends des petites affaires. On voulait pas te faire de la peine, ni briser ton univers. À la semaine prochaine, tu verras, tout ira bien. On fera tout ça sans haine. Et tu sais que toi, t'y es pour rien.